Je crois que je vais pouvoir rompre le silence. Je vois que nos intervenantes se sont connectées, ça y est. Je les vois toutes les trois. Donc, nous avons Ségolène. Bonjour Ségolène. Bonjour, bonjour. Bonjour à Super. tous et à toutes. Amélie, bonjour. Bonjour. Ça fonctionne. Et Lola. Hello Lola. Bonjour à tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend bien. Super. Top. Mais si tout le monde est bien en place, on va pouvoir démarrer directement sans plus attendre. Donc, je rappelle que la petite fenêtre du chat était ouverte juste pour papoter en début de session, mais par la suite, pour vous, public, participer et poser des questions, vous devez cliquer sur le petit bouton questions-réponses. Et alors, je vous demanderai de bien contextualiser vos questions de façon à ce que Coralie, en fin de séance, puisse les poser aux intervenantes. On va essayer de garder les questions pour la fin, mais n'hésitez pas pendant tout le temps du webinaire de les poser au fur et à mesure, dès que quelque chose vous passe par la tête. Comme ça, on ne manquera pas de les poser à nos super intervenantes du jour. Voilà. Eh bien, donc, on va commencer sans plus attendre. Donc, je me présente, je suis Aurore, je suis le visage et la voix de 100 000 entrepreneurs aujourd'hui. Et je vais discuter avec nos trois entrepreneurs qui sont des actrices de la Green Innovation. Donc, je commencerai d'abord par vous présenter Amélie Maton, qui est CEO de EcoStérile. Donc, toi, Amélie, tu as toujours travaillé dans l'industrie des services environnementaux et ces 10 dernières années, tu as gravi au fur et à mesure les échelons de cette société belge pour devenir aujourd'hui la CEO. Donc, en fait, pour un petit peu expliquer, résumer, EcoStérile, c'est le leader dans la gestion des déchets médicaux infectieux. Et l'idée est vraiment chez EcoStérile de fabriquer des solutions environnementales et innovantes pour justement traiter les déchets médicaux. Donc, bonjour Amélie, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, tout est dit. Bravo, merci. Bonjour à tous. Voilà. Ensuite, je passe à Lola Bourmiche, qui est cofondatrice de West End, qui a cofondé West End durant ses études avec Nathan. Donc, Lola, toi, tu es une jeune entrepreneur très engagée. Donc, le but de West End est vraiment, pour vous en tout cas, de valoriser les déchets alimentaires avec deux bénéfices majeurs. D'une part, la réduction du gaspillage et d'autre part, la production d'énergie verte. Donc, c'est vraiment la boucle. Donc, en fait, si je résume avec mes mots, la biométhanisation, donc le procédé naturel biologique qui permet ceci, c'est vraiment l'outil de West End qui va dégrader les déchets organiques pour les transformer d'une part en biogaz et aussi d'autre part en engrais naturel. Donc voilà, c'est vraiment assez complet et précis. Donc bonjour Lola, merci de nous recevoir aujourd'hui, de prendre le temps de parler un petit peu avec nous. Merci de m'accueillir et très bonne explication, c'était tout à fait ça. Donc voilà, nous on est totalement intégrés dans l'économie circulaire. Super. Et alors, Ségolène Martin, qui est CEO de Quantify. Donc, Ségolène, toi, tu as toujours évolué dans des projets innovants. Ici, tu es CEO de Quantify. Quantify, c'est une start-up qui a pour mission d'améliorer la santé humaine grâce à l'intelligence artificielle. Donc, c'est au travers de cette technologie Zeptomix, c'est comme ça que ça s'appelle précisément, cela permet d'accélérer en fait la découverte des médicaments grâce du coup à l'intelligence artificielle et dans des domaines comme les maladies rares. Donc, merci beaucoup Ségolène de t'être libérée pour venir nous accompagner aujourd'hui et on espère en apprendre davantage sur tout ça. Merci, bonjour à toutes, parce que je crois qu'on a beaucoup de femmes autour de la table aussi, dans les attendees, dans les participants. Donc voilà, bonjour à toutes et peut-être à tous aussi qui nous suivent sur Facebook. Tout à fait, nous sommes en live sur Facebook, donc il y aura probablement pas mal de personnes là aussi. Donc j'aimerais qu'on rentre directement dans le vif du sujet.
en vous demandant, mesdames, de compléter ce petit tableau avec vraiment les 4 mots-clés qui, pour vous, caractérisent votre entreprise aujourd'hui. Je vous laisse une petite minute pour écrire. J'arrive. Super, je vois que vous êtes toutes les 3 au boulot. Ok. Ségolène, ça a été assez rapide. Top. On laisse terminer Lola qui tape son dernier mot. Ouais, sensibilisation, super. Donc déjà, de manière générale, on peut déjà observer qu'il y a vraiment un côté impact sur le monde actuel et sur le monde de demain. Ségolène, est-ce que tu veux nous décrire tes 4 mots brièvement? Bien oui, d'abord l'impact parce que c'est ça qui nous drive dans notre mission. La technologie, c'est juste un moyen pour atteindre nos objectifs. Et c'est quoi les objectifs? C'est d'abord améliorer la santé humaine parce qu'il y a toutes ces maladies où les patients attendent des traitements et on peut faire quelque chose. Et puis aussi l'impact en termes environnemental parce que à travers l'utilisation de la technologie, on peut réduire notamment dans le processus de découverte de médicaments l'utilisation des tests sur les animaux. Donc c'est un impact positif, c'est ça qui nous drive. Et puis le résultat, c'est quoi? C'est des thérapies. Donc voilà, et le moyen, c'est la technologie. Donc, vraiment, c'est des piliers des mots-clés qui définissent bien ce qu'on fait. Et si j'ai commencé par impact, c'est parce que, voilà, tout ce qu'on fait, tout ce pourquoi je me réveille le matin, c'est pour avoir un impact positif dans les projets sur lesquels on bosse, quoi. Voilà. Super. Et en parlant d'impact positif, du coup, Lola, je vois que tu as mis sensibilisation, donc pour, entre guillemets, éduquer, expliquer aux gens comment utiliser West End, le produit West End. Toi, tu dois beaucoup travailler là-dessus, j'imagine. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement tes 4 mots-clés? Et bien sûr. Donc, effectivement, la sensibilisation, c'est quelque chose qui est très important pour nous et pas seulement pour l'utilisation de produits. Notre objectif, c'est vraiment de sensibiliser les gens de manière générale à l'économie circulaire et spécifiquement à la valorisation des déchets pour aider en fait tous les publics à prendre conscience qu'un déchet n'a de déchet que la définition qu'on lui en donne et que en fait il peut être une ressource dans un autre contexte si on l'utilise différemment. Donc la sensibilisation, c'est vraiment quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, mais qui voilà, s'intègre aussi dans une démarche autour des low-tech. Donc c'est pour ça que j'ai voulu les mettre du même côté. Parce que on a aussi cette réflexion autour de notre projet où on veut utiliser le moins d'énergie possible. Donc, on va essayer vraiment de développer des dispositifs qui sont ce qu'on appelle vraiment des low-tech, donc qui utilisent vraiment des principes physiques ou mécaniques qui sont les plus simples possibles. Super. Et donc, du coup, vu qu'on parle de déchets, je peux directement enchaîner avec Amélie. Amélie, est-ce que tu peux je vois que tu as noté du coup le mot déchet aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tes 4 mots? Oui, je pense en les voyant, je peux les décrire de manière diagonale. Déchets et santé, pourquoi? Parce que nous, notre secteur, c'est vraiment à la croisée de la santé et de l'environnement. Donc, les machines industrielles qu'on fabrique, qu'on développe, ont pour vocation de stériliser ces déchets. Et en particulier, avec certaines épidémies, on a mis en avant que le déchet médical était un vecteur de transmission de maladies. Et donc, pouvoir stopper ce vecteur
et pouvoir le stopper de manière écologique fait un peu partie de notre ADN, tout comme la deuxième diagonale. Donc, les solutions qu'on propose, on les vend à l'international. On est présent dans plus de 60 pays, mais on a, de par notre caractère de PME et de société de sociétés de petite taille, vraiment cette impression, on a une valeur qui est la proximité chez nous et qui est vraiment chaque utilisateur et chaque membre du personnel rentre dans la famille éco-stérile et qui est aussi une société familiale dont moi je ne fais pas partie de la famille, mais voilà. Oui, quand même, même pas la famille au sens propre, petit à petit, oui, après évidemment 14-15 ans. Mais voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise aussi, c'est cette proximité à la fois dans les équipes, dans les clients, tout en ayant cette dimension internationale. Super. Maintenant que vous avez un peu planté le décor avec ces mots-clés, c'est important voilà, de décrire pour l'audience aujourd'hui ce que vous faites. Et par ces mots-clés, je pense que visuellement, ça peut être vraiment très parlant pour eux. J'aimerais du coup passer à la question suivante qui, en fait, revient un petit peu en arrière sur quel a été l'élément déclencheur qui vous a du coup dirigé dans chacune de votre domaine respectif. Est-ce qu'il y en a une qui veut prendre la parole en premier, par exemple? Non? Moi, je ne sais pas si c'était un... Oui, vas-y. Non, je remplissais juste le blanc, mais je peux tout à fait attendre tout à l'heure. Je ne sais pas si c'était un élément déclencheur. En tout cas, moi, j'ai fait des études à la LSM, ingénieur commercial, et j'étais plutôt destinée à la sortie de mes études à aller dans l'audit ou la consultance. J'avais fait une spécialisation déjà en environnement, mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment de découvrir le monde. Et j'ai effectué une formation complémentaire. Peut-être que certaines connaissent le programme Explore de la WEX. Et j'étais donc à la recherche d'un stage pour pouvoir aller aider une société à se développer à l'étranger. Et c'est vrai que j'ai identifié ce qui s'appelait à l'époque AMB pour Atelier mécanique du borinage, donc une société qui était active dans la sous-traitance du temps des mines en chaudronnerie et en mécanique, localisée près de Mons. Et quand je suis arrivée, c'était vraiment, c'était quelque part à la fois un choc, une révélation, mais ce monde industriel qui m'était complètement inconnu. Donc, une boîte d'ouvriers avec une secrétaire, pas d'adresse mail, un site internet, oui, peut-être qu'on va en faire un. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est pas vraiment ce à quoi je suis destinée, mais j'ai l'impression que là, j'aurai de l'impact. Pour revenir sur le mot de Ségolène, là, il y a des choses à faire, là, il y a un moyen de s'amuser. Et je pense que, voilà, avoir et c'était le début, justement, de construire ces machines dans le domaine de l'environnement et de la santé. Alors, je crois que le fait de combiner un produit qui a du sens et puis avoir l'impression que d'étudier, on a de l'impact, ça rend l'ensemble assez... Oui, ça m'a rendu, je crois, passionnée et c'est ça qui a été déclencheur, à mon avis, aussi de tout ce qu'on a fait par la suite, quoi. Oui, ce sont des métiers passion, immanquablement, avec un tel impact et ça demande beaucoup d'implication personnelle, etc. Donc, c'est vrai qu'il faut que la passion soit derrière, ça c'est certain. Ségolène, du coup, tu voulais rebondir, toi? Oui, voilà, c'était l'élément déclencheur dans l'innovation dans notre domaine. C'était parce qu'en fait, notre entreprise elle faisait déjà de l'intelligence artificielle avant de faire ce qu'on fait maintenant, ce qui est vraiment la découverte de médicaments. Mais en fait, en 2017, on a été confronté à une maladie rare, à un cancer rare. Donc notre cofondateur, qui est aussi mon partenaire dans la vie. Donc une maladie rare sans traitement, un cancer rare, il n'y avait rien, il n'y avait pas de thérapie, à part la chirurgie. Donc on a eu beaucoup de chance de trouver un super chirurgien. En revanche, on s'est vraiment dit, oulala, dites donc, ça nous a ouvert les yeux en fait sur le fait qu'il y a plein de maladies rares et pas seulement. Il y a 95% des maladies qui n'ont toujours pas de thérapie satisfaisante ou pas de thérapie du tout. Et on s'est dit, tiens, on a ce pouvoir quelque part dans la technologie. Est-ce qu'on ne pourra pas utiliser ce pouvoir-là pour trouver des médicaments?
parce que il y a vraiment moyen de faire mieux les choses. Et donc, c'est vraiment ça qui a drivé, enfin, ça a été un électrochoc en termes personnels et en termes professionnels pour vraiment se focaliser là-dessus. Et puis, en commençant à développer notre technologie, on s'est rendu compte que au-delà de l'impact voilà, en termes social, notamment les maladies rares, où il n'y a pas beaucoup de recherche parce qu'il n'y a pas beaucoup de patients, donc les marchés sont moins grands. Euh, mais où il y a un besoin, au-delà de l'impact en termes sociétal, il y avait aussi un impact que je mentionnais rapidement tout à l'heure en termes d'environnement, parce que, il y a des millions d'animaux tous les ans qui sont utilisés pour l'expérimentation. C'est une obligation réglementaire, en fait, hein, dans le domaine pharmaceutique. Et puis, on s'est rendu compte qu'avec la capacité à simuler quelque part l'impact d'un médicament sur un organisme, on pouvait aider à déjà identifier les molécules qui étaient toxiques. Et donc, faire en sorte que ces molécules-là ne soient pas testées parce que ça ne vaut même pas la peine. Et éventuellement même les améliorer avant qu'elles soient testées. Donc ça, c'est quelque chose qui est ultra motivant parce qu'on est plusieurs dans l'équipe voilà, à avoir une sensibilité environnementale et puis à adorer les animaux. Donc on se dit, waouh, si en plus on peut avoir cet impact-là, c'est chouette. Donc voilà, c'était en tout cas cet événement de vie à la base qui nous a enfin, qui a été clair en termes de mission, quelque part, c'est aussi une mission de vie au-delà de la mission entrepreneuriale. Tout à fait, tout à fait. Et donc, en rebondissant sur vraiment la mission de vie, toi, Lola, tu m'as un petit peu parlé de comment t'était venue l'idée de créer ce projet, de comment ça avait mûri dans votre tête tous les deux pendant votre scolarité. Euh, donc, est-ce que tu peux du coup expliquer, parce que moi je le sais, mais est-ce que tu peux expliquer? Donc, c'est venu de mes études, effectivement. Donc, j'ai fait un cursus d'ingénieur en chimie. Et c'est vrai que dans ces études-là, en fait, l'ingénieur en chimie, de manière générale, a souvent une image associée à la pollution parce qu'on voit vraiment l'industrie à l'ancienne, je vais dire, polluante, etc. Et donc, voilà, moi, ça me tenait à cœur d'utiliser mes compétences techniques dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans toute cette thématique engagée. Et j'ai découvert, en fait, dans un de mes cours, ce procédé donc, de la biométhanisation. Et donc, je me suis dit, du coup, en fait, avec un procédé naturel où c'est des bactéries qui existent dans la nature, pouvoir transformer des déchets en énergie, ça a été vraiment mon déclic et c'est là que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est ce que je veux développer et rendre accessible au plus grand nombre. Et donc, la démarche a été celle de transformer un procédé qu'on utilise à l'échelle industrielle ou agricole, bien souvent, pour le miniaturiser et le rendre accessible aux restaurateurs, au secteur de l'ORECA, qui, eux, ont des quantités aussi importantes de déchets alimentaires, et donc leur permettre à eux aussi, grâce au dispositif de West End, de s'engager dans cette démarche d'économie circulaire et d'avoir du coup un rôle beaucoup plus autonome et éco-responsable avec leurs propres déchets. Super, génial. Ici, on a un petit peu du coup découvert votre parcours et vous avez toutes les trois des parcours assez denses et impressionnants, chacune dans votre domaine. Et du coup, au regard de votre expérience, est-ce que vous pourriez nous dire, pour vous, quelle est votre plus grande réussite au sein de cette entreprise dans laquelle vous êtes actuellement, jusqu'à présent? Parce qu'évidemment, il y en a plein d'autres à venir, mais si vous aviez un petit exemple à nous donner. On doit l'écrire là. Ouais, si tu Ah, sais ok. écrire. Tais-toi. C'était juste pour être sûr que... L'étoile jaune pour Amélie.
faut être efficace en termes de longueur de mots. Oui, ça va déborder un petit peu, c'est pas grave. L'idée est de... Ah, je vois que ça commence à apparaître, super, top. Donc toi, Ségolène, 5 médicaments prometteurs, notamment dans le cancer, ok. Donc ça, c'est vraiment vous êtes arrivé à créer ces médicaments récemment. Comment ça s'est passé? Bah oui, nous on travaille avec des partenaires. En fait, ce qu'on fait, c'est que on continue à faire être focalisé sur notre expertise, c'est l'intelligence artificielle. Et donc notre technologie, elle va dire, ah bah tiens, pour tel et tel type de cancer, ça serait bien de tester. Et donc la technologie va pouvoir tester de façon totalement digitale, virtuelle, des millions, des dizaines de millions de molécules, et va trouver, c'est un peu une aiguille dans une botte de foin, quelles sont les molécules qui seraient intéressantes de tester. Donc, évidemment, des millions, on ne peut jamais les tester dans un laboratoire. Donc on fait ça, nous on fait une prédiction. Hein. Et puis après, on travaille avec des partenaires qui sont notamment des laboratoires. On travaille avec des laboratoires en Belgique, en France, aux États-Unis, et qui sont spécialistes de telle ou telle maladie, et qui vont tester, enfin valider plutôt nos prédictions, donc valider nos molécules. Et puis, pour l'instant, chacun des projets qu'on a fait, on a trouvé des médicaments prometteurs. Donc, après, ils ne sont pas encore sur le marché parce que les médicaments, ça prend beaucoup de temps. Mais en tout cas, on voit que c'est des résultats qui sont complètement incroyables par rapport au progrès de la technologie. Donc c'est chouette parce enfin voilà, on a enfin, on a réussi déjà et puis ça montre qu'on peut aller encore beaucoup plus loin. Et ça, c'est très très énergisant parce qu'il y a encore, Et, comme je disais tout à l'heure, plein de choses à faire. et rappelle-nous, Ségolène, pour qu'un médicament soit mis sur le marché, c'est une dizaine d'années, je pense. Ouais, 10-15 ans, notre objectif, c'est aussi de speed, d'accélérer le processus. Tout à Donc, fait. parce que par exemple, ce qu'on a fait là, en un mois, on peut identifier une molécule, il faut la commander, la tester. Ça prend plus ou moins 2 mois versus 2 ans. D'habitude, comme on va faire dans la recherche médicamenteuse, on va prendre euh, ce qu'on appelle des librairies, donc plein de molécules différentes, des échantillons de molécules. On va les tester, mais un peu à l'aveugle. Et donc, ça prend du temps et on a peu de chances d'arriver à en trouver une rapidement. C'est un petit peu, c'est très compliqué. Nous, on en teste, au lieu d'en tester des dizaines de milliers, on va en tester 10, 50 ou 100 maximum. Et on va en trouver déjà, enfin, à chaque fois, on en trouve, quoi. Donc, en termes de rapidité, on peut vraiment aller plus vite. Donc, ça, c'est chouette. Après, on espère bien pouvoir avoir un impact aussi sur l'accélération des étapes après. Pour l'instant, on se focalise sur la découverte. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps, step by step. Et du coup, Lola, je vois que ton étoile a grandi d'un coup. Donc, toi, c'était plutôt la signature de ta première vente alors, parce que le produit que vous avez créé, il a d'abord été évidemment en prototypage. Et puis là, maintenant, il est dans quelques foyers. Comment ça se passe? Oui, c'est ça. Donc, bon, j'ai un petit peu triché pour que mon texte rentre, j'avoue. Et du coup, effectivement, donc, par rapport aux autres panélistes, c'est vrai que Westem, c'est une start-up, donc on est encore au début de l'aventure. Et donc, ma plus grande fierté, la plus grande réussite à ce stade, effectivement, c'était de réussir à commercialiser notre prototype, qui était donc un produit encore à tester, et réussir à convaincre en fait du coup un client sans avoir aucune preuve et sans avoir à ce stade-là aucun produit fonctionnel. Il a vraiment eu confiance en fait dans le principe du projet. Il a vraiment été inspiré par notre proposition de valeur et c'est vraiment ça qui nous a donné énormément de confiance pour poursuivre. Et donc c'est ça qui a été notre premier gros challenge accompli. Voilà, donc c'est ce que je considère au stade où on en est pour le moment comme notre plus grande réussite. Génial. Et puis alors, Amélie, positionnement international, ben oui, évidemment. Et s'ensuit l'impact. Donc, oui, je te laisse expliquer ta réponse alors.
Oui, donc nous, on vient en fait en alternative aux incinérateurs et on vient en alternative aux systèmes qu'on appelle les systèmes d'autoclave, qui sont des genres de cocottes minutes où on met de l'eau sous pression et qui, du coup, décontaminent avec de la vapeur. Et c'est vrai que ce switch et d'avoir finalement au niveau international des clients qui adoptent notre technologie, bah, ça a cet impact aussi et cet aspect de contribuer. Je crois que ça, c'est ce qui drive moi comme le reste des équipes quoi, au quotidien. En effet, et donc du coup, parce que pour chacune, là, vous êtes chacune dans un environnement qui est en constante évolution et l'innovation est clairement au cœur de votre activité à toutes les trois. Selon vous, du coup, quels sont vos plus gros défis techniques, peut-être, liés à votre domaine? Là, je demanderai juste à la première d'enchaîner, de me répondre comme ça du tac au tac. À mon avis, moi, enfin, le mien doit être lié aussi à celui des autres, c'est que les législations doivent suivre l'innovation. Et que donc, bah, voilà, nous, on a développé maintenant des machines pour justement pouvoir trier, pouvoir recycler ou réintroduire dans les filières les déchets triés. Bah, il faut qu'après, la législation le permette. Et finalement, parfois, ça met plus de temps que l'innovation elle-même, quoi. Mais voilà, c'est vraiment le défi majeur, en effet. En Je, effet. je rejoins totalement ce que dit Amélie. On a exactement le même souci puisqu'on est les premiers à proposer ce type de système à cette échelle-là. Et donc, la législation n'existe que pour des unités industrielles qui ne rencontrent pas du coup les mêmes contraintes et les mêmes problèmes que nous. Enfin, problème, ou en tout cas, voilà, on utilise la même technologie, mais vraiment dans des cadres très différents. Et donc, la législation qui existe aujourd'hui n'est pas adaptée à notre cadre. Et là aussi, il y a pas mal de choses à faire bouger. Et c'est vrai que c'est assez fastidieux, quoi. Et je suis sûre que Ségolène pourra Ouais. aussi en dire un rayon là-dessus. Non, c'est vrai, bah voilà, effectivement, dans ce domaine, enfin, nous, c'est pareil, hein. Et quelquefois, c'est effectivement un peu. Bon, on peut voir ça comme une opportunité si on arrive à faire bouger les lignes, mais aussi comme un challenge, c'est clair. Et puis, quelquefois, ça peut être un peu frustrant dans le sens où ben, c'est pas forcément ce que tu as envie de faire, enfin, ce sur quoi tu as envie de concentrer tes efforts. Il y a déjà assez de travaux à faire pour développer le prototype ou le premier produit de Lola, à le commercialiser, Amélie à exporter, et que sais-je, d'autres défis aussi. Donc effectivement, c'est un défi important pour nous. Je crois qu'un défi qui est important aussi, c'est que le fait que ce qu'on fait est tellement un peu révolutionnaire, parce que c'est assez révolutionnaire la façon dont on arrive à avoir des résultats partout. Bah, c'est le faire comprendre en fait, parce que il y a on est dans un secteur où il y a eu beaucoup de déceptions avec l'intelligence artificielle et montrer qu'on y arrive et qu'on y arrive très bien. Quelque part, peut euh, euh, être face à aussi quelquefois du doute, tellement que c'est quelque part incroyable par rapport à ce qui se faisait avant. Donc c'est un défi important de faire comprendre, tout en dévoilant pas tous les secrets de fabrique, parce que j'ai pas envie de t'expliquer comment fait ma machine, parce que c'est sur quoi nos collègues travaillent tous les jours. Donc c'est quelquefois un petit peu un défi. Mais oui, je me doute. Et donc, du coup, si on parle du futur et donc du monde de demain, comment est-ce que vous vous positionneriez si on vous donne, voilà, comment est-ce que vous envisageriez le futur suivant ces deux axes? Est-ce que vous pouvez prendre votre petit logo et le placer plus ou moins où vous le sentez le mieux? Voilà, il y a des personnes qui sont très optimistes et voilà, qui pensent que les solutions, on va les trouver, les choses sont mises en place, etc. Puis alors, il y a aussi beaucoup d'éco-anxiété, beaucoup d'optimistes. Voilà, il y a du coup Ségolène, la technologie, certainement, et aussi pour vous trois, de toute façon, avec les produits que vous avez créés. Je vois que c'est plutôt positif, hein.
super. Et on est vraiment au milieu entre technologie et slow life, quoi, du coup. Est-ce que Lola, tu veux expliquer ton positionnement? Ah, elle est figée, Lola, elle ne nous entend plus peut-être. Elle a l'air. Ah, voilà, Lola, tu nous entends? Je n'arrivais pas à retirer le mute. Voilà, tu nous entends? On t'écoute. Oui. Donc, oui, moi, je suis d'un naturel très optimiste. À tort ou à raison, je ne sais pas, mais c'est ma personnalité. Pour ce qui est du mix technologie ou slow life, forcément, voilà, intrinsèquement dans mon projet, il y a une part de technologie, donc d'office, je ne vais pas m'en passer. Mais je pense que l'aspect sobriété dans nos vies va être indispensable et qu'on va de toute façon devoir revoir notre manière de consommer, que c'est vraiment un mélange des deux qui sera nécessaire si on veut atteindre nos objectifs, rester en dessous d'un certain degré de réchauffement, etc. Pour moi, il n'y a pas à faire un choix en fait. Pour moi, il faudra faire toutes les options disponibles. Ok, oui, en effet, c'est vrai. Et alors, je vois que toi, Amélie, tu t'es positionnée un rien plus vers la technologie, ce qui est logique, évidemment, par rapport à ce que vous proposez. Tu peux nous expliquer ton point de vue également? Oui, c'est parce que la question était surtout le monde. Moi, je pense que voilà, ce sera de plus en plus, oui, technologie pour le coup, ça ira de plus en plus vite. Et je crois que c'est par contre, le slow life que les gens se ressourceront eux pour faire face à ce monde qui est de plus en plus technologique. Je le voyais plus comme ça, qui serait le mode de vie plus slow life, mais dans un environnement assez qui bouge, technologique. Et je suis aussi de nature plutôt optimiste. Je crois que ça fait partie des caractéristiques des entrepreneurs en général. Sinon, C'est certain. Super. Et alors, Ségolène aussi, pareil, au même point que West End, le même genre de positionnement, alors du coup? Ouais, tout à fait. Bon, je pense que je partage pas mal des choses qui ont été dites par Amélie et Lola. Effectivement, pour être entrepreneur, il faut être optimiste. Et, on n'est pas obligé de l'être toujours, mais effectivement, c'est quelque chose, je pense que c'est un mindset qui est important d'avoir parce que il y a des challenges, c'est normal, il y a des, et puis il faut aimer quelquefois les challenges aussi, hein, parce que les challenges, ça peut être générateur d'opportunités, de nouvelles avenues, etc. Donc c'est chouette. Et puis au milieu entre technologie et slow life, parce que je pense que bah, il est possible aussi que la technologie nous aide à quelque part avoir dans certains domaines en tout cas une meilleure qualité de vie. Par exemple, prenant en charge certains métiers ou certaines tâches plutôt qui sont pas faciles à faire, et donc permettre peut-être d'avoir plus de temps sur des tâches plus fulfilling. Pourquoi est-ce que j'ai ce mot-là qui me vient plus Gratifiant. épanouissante? Ouais, c'est exactement gratifiante. Mhm. Donc, donc voilà, slow and long life, hopefully, hein. Donc, j'espère aussi. Exact, exact. Et donc, on aimerait quand même vous demander, vu qu'on a pas mal de jeunes qui nous suivent aujourd'hui, on aimerait vous demander 3 conseils pour les jeunes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, comme vous le savez, notre ASBL organise principalement des témoignages dans les écoles. Nous essayons vraiment d'inspirer les jeunes et de leur donner des pistes, des idées sur les métiers possibles, sur l'entrepreneuriat en général. Donc voilà, est-ce que je peux vous demander, voilà, je vois que ça note déjà super, quelques conseils à leur donner. On a mis 3, mais s'il y en a un 4e, il est toujours le bienvenu, évidemment. J'ai un petit peu anticipé par souci avec ma connexion Internet pour être sûr que ce sera bien rempli. T'as bien fait, Lola, t'as bien fait. Super.
Et du coup, Lola, tu veux déjà nous expliquer les tiens, les conseils que tu aurais peut-être voulu recevoir? Oui, bien sûr. Je pense qu'en fait, il faut pas avoir peur de se lancer et de parler à un maximum de gens dès qu'on a une idée. C'est vrai que, il y a beaucoup de jeunes que j'ai rencontrés qui se disent parfois, oui, mais si je parle de mon idée, on va me la voler. Il faut pas du tout se bloquer à ça. En général, si vous avez une idée et que vous y avez déjà réfléchi, vous êtes le plus avancé sur le sujet, donc il faut pas imaginer que ça va arriver, qu'il y a des voleurs d'idées à tous les coins de rue. C'est au contraire très enrichissant d'échanger avec un maximum de gens, avec des profils différents, pour avoir vraiment le plus possible de retours et d'échanges, et d'avoir plein de gens qui vont challenger vos idées. Ensuite, tester sur le terrain, c'est hyper important. Parce que des fois, on a des idées préconçues tout seul de son côté. On se dit, ouais, mon projet, il est génial. Moi, je serai mon propre client parce que je trouve que ma solution est formidable. Mais en fait, les utilisateurs finaux, peut-être qu'ils ne sont pas du tout intéressés, peut-être qu'en fait, il n'y a pas de marché. Donc, c'est vraiment important d'aller le plus tôt possible se confronter à son marché potentiel. Et surtout, je pense, le plus important de tous, c'est être persévérant. Parce que vraiment, il faut être aussi résilient du coup et s'accrocher. Parce que c'est vraiment une vie, je vais dire, qui est faite de grandes réussites, mais aussi d'échecs. Et donc, il ne faut pas avoir peur de temps en temps de se prendre un mur et puis de se relever et vraiment rester accroché toujours à ses idées. Pouvoir pivoter, évidemment, mais garder vraiment du courage et de la persévérance. Oui, on dit souvent qu'être entrepreneur, c'est pouvoir sauter d'une falaise sans savoir si le parachute va se déclencher, mais finalement, le filet apparaît quand même toujours. Exactement, c'est une de mes citations préférées. C'est ce qu'on entend souvent. En effet. Et Ségolène, du coup, toi qui as terminé aussi d'écrire, est-ce que tu peux nous expliquer tes conseils? Oui, le premier, c'est faire quelque chose qui nous plaît, parce que entreprendre, ben, c'est passer beaucoup de temps sur ce qu'on fait, donc c'est plutôt intérêt d'être quelque chose qui te plaît. Euh, le deuxième, c'est ne pas rester dans son coin, ça correspond un petit peu à ce que Lola disait aussi. Parce que, bon, voilà, en parler un maximum, tester son idée, et puis ben, savoir se faire aider, ouvrir les portes là où elles sont, en sachant qu'il y a des portes qui vont pas s'ouvrir, mais d'autres qui vont s'ouvrir. Donc il faut y aller, quoi. Faut pas rester dans son coin. Et puis le dernier, c'est ne pas remettre. Non, je me rends compte que ce sont des conseils, les deux formulations sont négatives, mais ne pas remettre à demain. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en termes de structurer un projet, de tester. Euh, sans forcément monter une boîte, sans lever du capital, sans que sais-je. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, prendre des contacts, voilà, en parler autour de soi, réfléchir à peut-être où est-ce qu'un business plan pourrait être, commencer à structurer des choses dans sa tête. Et puis que si on a envie, et si on peut, et si on pense que son projet peut être solide aussi, parce qu'il faut faire quelque chose, je pense, qui a une viabilité financière, que ce soit d'une façon ou d'une autre. Et je pense que ça, c'est important d'avoir une réflexion là-dessus, bien évidemment, avant de se lancer aussi. À ce moment-là, ne pas remettre à demain, essayer de tester, de mettre en place des choses pour pouvoir avancer. Et puis, si on échoue, on échoue. Mais si on n'essaie pas, on ne saura jamais. C'est ça, Voilà. il faut quand même une part, voilà, il faut foncer un petit peu quand même. Et ce qu'on entend souvent, c'est il faut se poser des questions, mais pas trop non plus. C'est ça. Sinon, après, ça remet tout en question et on n'avance pas. Ou alors on ne se lance peut-être pas. C'est ça, mais je pense qu'Amélie va nous partager aussi une remarque importante sur le point 3. Donc, je pense qu'il faut aussi avoir ce type de réflexion. Donc, je n'en dis pas plus. Voilà. Tout à fait. Amélie, c'est donc à ton tour. Euh,
Oui, oui, l'aspect, pour rebondir, je ne crois pas que c'est dans mes points, mais l'aspect d'être attentif aux opportunités qui se présentent et puis de les saisir parce qu'on sent que ça, c'est la bonne. Et ça rejoint peut-être mon premier point aussi, le fait de trouver un projet qui nous passionne. Je crois que ça demande peut-être parfois aussi un côté introspectif de se dire, OK, moi, dans le fond, c'est quoi mes talents, d'une part, concrètement, et puis dans l'autre, c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce que j'aime. Ça peut être large, hein, mais le fait de se connaître, ça fait que quand une opportunité se présente et qu'elle est en ligne avec ces deux aspects et que ça permet de saisir l'opportunité probablement plus rapidement et puis d'être passionné parce qu'on est dans son élément, quoi. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est important. Et voilà, et ce côté aussi de savoir se poser, se dire, mais au fond, voilà, qu'est-ce qui me drive au quotidien? Je crois que c'est important. Je rebondis sur mon point 4 parce que on est en particulier des femmes ici autour de la table. Il y a l'importance du networking qu'on sous-estime. On est souvent gêné d'aller dans une réunion ou dans une soirée pour échanger des cartes de visite. On est parfois plus timide. Or, c'est souvent là aussi que les idées se créent. Ça rejoint aussi le point que Lola et Ségolène ont mentionné, de ne pas être seule dans son coin. Et donc, cet aspect aussi, c'est aussi dynamisant, quoi, de se dire, mais finalement, on est plein avec les mêmes questions. Enfin, voilà, se créer un réseau, je crois que c'est quelque chose d'important et qui est souvent sous-estimé au départ. Le fait aussi, nous, on est un peu plus dans la phase d'après, donc après start-up, mais de croissance, c'est savoir aussi se fixer une vision et ça justement savoir dire non à des opportunités parce que c'est là qu'on veut aller. Elle ne doit pas être à 10 ans, ça je crois que c'est compliqué, mais de savoir sur 3 ans, c'est là que je veux aller. Je décline ça en année 1, 2, 3 de manière à rester focus sur l'objectif parce que justement quand il y a beaucoup d'opportunités, à un moment donné on peut se perdre et se dire ben, laquelle je prends, laquelle je ne prends pas et avoir défini cette vision, ça permet plus facilement de dire non à celles qui sont moins pertinentes, quoi. Et puis, on est dans la green innovation, la durabilité, et parfois, il y a, je trouve, un côté où quand on est green, durable, etc., c'est pas, avoir un peu honte que la société voilà, a fait du profit. Je crois que c'est important aussi pour qu'elle puisse se développer et justement avoir plus d'impact. Et donc, voilà, avoir ça à l'esprit aussi que finalement, avoir des finances saines, ça permet justement d'augmenter son impact, de recruter des gens et voilà, c'est un élément aussi que je m'en avais. Et de développer davantage et justement de pouvoir voilà. même faire d'autres choses, d'autres facettes et décliner l'activité de plein d'autres manières, quoi. Donc ça, c'est clair que c'est souvent un point qu'on ose peut-être moins mettre en avant, justement, par rapport à ce côté plus green, plus slow, plus... Oui, tout à fait. Super, merci pour tous ces conseils déjà. Et c'est vrai qu'on nous dit souvent de faire une vision à 5 ans. Et ici, tu parles de 3 ans, ça change un peu. Et c'est vrai que finalement, c'est tellement difficile de se projeter que parfois, ça nous semble 5 ans, une vie. Mais en effet, en fixant des objectifs comme ça, plus court terme, moyen terme, etc., ça aide vraiment à mettre la dynamique et l'énergie dans les points clés. Et comme tu dis, à peut-être mettre de côté d'autres choses qui viendront peut-être plus tard. Et, super. Et donc, dans la même dynamique, est-ce que quand vous avez maintenant, avec le recul et les années, est-ce qu'il y a 3 informations, ou peut-être 2 ou 4, que vous auriez aimé avoir comme info, quoi, vraiment, avant de commencer ou avant de vous lancer ou à un moment charnière, quelque chose qui vous a peut-être manqué ou que vous auriez aimé entendre? Moi, ce que j'ai appris dans mon parcours, c'est l'importance de se focaliser. Si en tant qu'entrepreneur, notamment quand tu démarres, ou même après, tu peux avoir plein d'opportunités qui arrivent, mais qui ne sont pas forcément en lien avec la vision, comme Amélie. Ah zut, pardon, j'avais pas vu la slide. Oui, vous pouvez écrire à votre aise si vous avez des idées.
Mais Ségolène, tu peux développer en même temps. Je commence et puis après, il faut que j'ai réussir à trouver le mot-clé qui va, qui va dans la phrase qui a déjà pris 40 mots. Mais voilà, le focus, c'est ça, je vais l'écrire, hein. Ce mot-clé, c'est le focus. La slide est en dessous de la précédente. C'est pour ça que je ne la voyais pas. Je ne sais plus écrire. Je suis désolée, je pense que je vais faire aussi oralement par facilité. Faisons tout oral parce que moi, je ne sais plus écrire. Cette petite slide qui s'était cachée. Eh bien, on va faire oralement. Alors, Lola, tu veux déjà nous dire quelque chose? Donc, au niveau des informations que j'aurais aimé avoir en démarrant, en fait, quelque part, j'ai eu de la chance parce que j'en ai eu beaucoup déjà. Donc, c'est peut-être plus un conseil, en fait. Quand j'étais aux études et que j'ai voulu démarrer mon projet, j'ai été incubée par un incubateur étudiant qui s'appelle en l'occurrence la Maison de l'entreprise, puisque je faisais mes études à Mons. Mais il faut savoir que des incubateurs pour étudiants et pour entrepreneurs de manière générale, on en retrouve partout en Wallonie et travaillent sur toutes les régions. Donc, maintenant que j'ai déménagé à Charleroi, je suis suivie par Charleroi Entreprendre. Et c'est vraiment une mine d'informations justement hyper intéressante. Et c'est grâce à eux que j'ai pu éviter quelque part certaines erreurs du débutant et que j'ai pu avoir toutes les informations nécessaires à chaque fois au bon moment, au fur et à mesure de mon parcours. Donc, c'est vrai que là, c'est plus un conseil, je dirais, de se tourner vers ce type de structure qui permettent vraiment d'aller chercher les bonnes informations au bon endroit. On ne s'en rend pas toujours compte, mais il y a quand même beaucoup de structures et d'organismes qui sont là pour nous accompagner et nous aider pour lancer une activité et pour entreprendre de manière générale. Donc, l'idée, voilà, c'est de bien se renseigner et de tirer parti au maximum de tous les outils qui existent déjà et qui sont là à notre disposition. Top. En effet, c'est vrai qu'on n'est jamais assez informé sur toutes les structures qui sont mises à disposition des jeunes et des moins jeunes aussi. Finalement, il y a les incubateurs qui sont souvent ralliés à une université, à une école, mais il y a aussi les couveuses d'entreprises qui peuvent être intéressantes pour les personnes qui ne sont plus à l'école. Voilà, les possibilités sont multiples et c'est seulement quand on cherche vraiment bien que parfois on trouve et l'info ne passe pas toujours. Donc ça, c'est ce qu'on essaye aussi, nous, de plébisciter lors de nos témoignages. Donc, tu as bien raison de le souligner, Lola. Ségolène, est-ce que tu veux terminer? Tu avais commencé avec focus et organisation. Et finalement, ça m'a aidé à structurer ma pensée. Non, effectivement, ce focus-là, donc ce mot-là de focus, c'est important de vraiment définir ce que tu veux faire, comment tu veux y arriver, en sachant que bon, d'autres opportunités peuvent se présenter qui peuvent t'aider à parvenir à tes objectifs plus rapidement. Mais effectivement, c'est important voilà, d'être focalisé parce que quand on est tout seul ou même quand on a deux ou trois, les jours sont courts. Donc vraiment faire quelque chose, le faire, à savoir le structurer, le découper en étapes qui te permettent d'atteindre tes objectifs, c'est vraiment important. Et quelquefois, choisir, c'est renoncer aussi. Choisir, c'est choisir un objectif en termes d'entreprise, d'impact. C'est aussi renoncer à peut-être d'autres opportunités qui sont pas en lien avec ça. Et donc, je pense que c'est vraiment important. Et le reste peut attendre. Quelquefois, tu peux focaliser sur quelque chose et puis après faire quelque chose d'autre après quand tu auras atteint ton premier objectif. Mais donc il y a ça. Et puis peut-être le deuxième conseil, c'est personne ne connaît aussi bien ton entreprise que toi-même. Et il y a une expression là-dessus, c'est quoi Bon, j'aurais dû regarder l'expression, mais les nains ne sont pas les payeurs, mais je sais plus ce que c'est l'expression, mais en tout cas, tu peux avoir beaucoup de conseils,
il faut apprendre aussi à faire la part des choses. Tu connais mieux que personne ce que tu fais, ta technologie, ton offre de service, tes motivations, le feedback des clients en fonction de ce qu'on peut faire. Et il faut apprendre aussi à quelquefois parcourir, continuer à poursuivre sa vision et puis prendre l'aide où elle est, mais aussi savoir faire la part des choses dans les nombreux conseils que tu peux recevoir des uns et des autres. Et quelquefois, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, mais il faut, c'est important de se faire sa propre vision des choses, d'écouter, mais aussi de savoir trier ce qu'on peut entendre dans les différents conseils qu'on peut recevoir par ici et par là. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, Amélie, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à tout Déjà ça? beaucoup a été dit en effet, et puis peut-être ça rejoint aussi mes points d'avant, l'importance du network, l'importance de la vision, et ça c'est exactement ce que Ségolène dit. Et moi peut-être comme mon histoire elle est aussi de l'intrapreneuriat, parce que petit à petit, donc moi je suis venue en tant qu'extérieure, et petit à petit c'est devenu aussi ma structure, parce que voilà, je suis devenue administrative, actionnaire de l'entreprise, et c'est peut-être aussi être ouvert à tous les types d'entrepreneuriat. Euh, et donc peut-être qu'il y a parfois, on veut se lancer, mais il y a parfois des petites structures qui ont simplement besoin d'un coup de boost ou un manager motivé dans son projet. Ben, c'est peut-être aussi une manière de se lancer en accompagnant un projet existant, le développant et puis finalement en faisant en sorte que ça devienne sa structure. Voilà. Oui, c'est ça. On a aussi en témoignage souvent des intrapreneurs, donc finalement des personnes qui, au sein d'une société comme toi, entreprennent et font évoluer la société, même si peut-être qu'à la base, c'est pas la leur, c'était pas le projet initial, comme par exemple Lola qui a créé ça à l'école. Et voilà, des super conseils en tout cas. Et on va pouvoir terminer avec les petites questions-réponses. Il y en a déjà plein qui sont arrivées. Je vais faire une par une. Donc ici, on a, par rapport au défi de la législation que vous mentionnez, serait-ce plus facile dans d'autres pays européens ou en dehors de l'Europe? Comment la Belgique se situe au niveau de l'innovation par rapport aux autres pays, selon vous? S'il y en a une qui veut répondre plus qu'une autre candidate, il n'y a pas de souci. Mais la Belgique est particulièrement complexe parce que, en tout cas, à notre niveau, nous, on est dans un marché où plus il y a de personnes qui vivent dans un pays, au plus il y a de déchets médicaux qui sont générés et donc au plus, quelque part, il y a de potentiel pour nos unités. Et la Belgique est un petit marché avec 3 législations différentes, avec parfois des contradictions entre les 2 législations et pour ce qui nous concerne aussi des interventions d'intercommunales. Voilà, non, donc à mon niveau, je confirme que la Belgique est particulièrement compliquée. Tout à fait, mais oui. Et du coup, ça c'est plutôt... ça vous concerne toutes les 3. Quand on lance un projet dans la technologie, c'est souvent l'aspect financier qui fait peur pour tout ce qui est prototypage, etc. Est-ce que vous avez des conseils à ce niveau-là pour le plan financier? Mais il y a énormément de structures d'aide, hein, et ça, il faut absolument se renseigner. Il y a des avances récupérables pour la recherche, il y a des soutiens de prototypage, et donc absolument se renseigner. Il y a moyen d'être bien soutenu. Ségolène sera. Ouais, bah c'est vrai que nous, on fait du software, du développement logiciel. Donc, en termes d'investissement en infrastructure, en équipement, on n'a pas besoin d'investir dans une grosse machine c'est différent. Mais par contre, ce qu'on fait de façon assez active, c'est de découper les projets
par étapes. Commencer par ce qu'on appelle une MVP, une Minimal Viable Product, un produit minimum viable, et puis l'utiliser pour valider que notre approche est faisable, avoir du feedback des clients, et puis utiliser ça pour aller à l'étape suivante. Alors, c'est pas forcément applicable, j'imagine, dans tous les domaines, mais en même temps, ça force quelque part voilà, se focaliser sur quelle est la fonctionnalité minimum sur laquelle je veux commencer bah, voilà, commencer par là, quoi. Tout à fait. Et ici, c'est plutôt pour le durable. Être durable n'est-il pas un désavantage compétitif parfois? Comment relever le défi d'être droit dans ses bottes sans faire de compromis sur son impact? Compliqué cette question. Oui, excellente question. Il faut garder le cap, accepter que parfois il faut convaincre plus. Et ce qu'on fait, nous, c'est que on est inévitablement plus cher sur le marché. Voilà. Ce qu'on essaye, c'est alors d'être créatif pour qu'on puisse apporter à notre client des services autour de ce produit qui sont des services de financement ou bien qui sont des programmes de maintenance spécifiques. Enfin, on essaye de se différencier, mais on doit ajouter à l'aspect, aujourd'hui, malheureusement encore, on doit ajouter à l'aspect de durabilité beaucoup d'éléments pour convaincre encore plus, quoi. Ouais, je pense qu'il y a un aspect aussi d'être voilà, à l'avant-garde quelque part, hein, parce que c'est la direction dans laquelle on va. Je pense qu'il y a une prise de conscience de plus en plus importante de l'impact de solutions comme celle d'Amélie, comme celle de Lola. À un moment, la réglementation va peut-être aussi aller dans cette direction-là, ou si elle ne le veut pas déjà dans certains domaines. Et quand tu as une position comme ça, t'es un avantage celui qui est le premier positionné, qui a déjà un réseau, etc., de clients, de partenaires. Voilà, quand ce moment arrive où le contexte est plus favorable, t'es déjà, voilà, t'es dans cette position-là. Nous, ce qu'on essaye aussi, voilà, à travers notre technologie qui peut aider à prédire la toxicité pour les animaux. On sait que pour l'instant, il y a plein d'autres choses qui existent et plein d'autres méthodes qui sont utilisées. La législation dit, ah oui, c'est bien d'avoir des méthodes alternatives, mais il n'y a pas non plus d'obligation parce que les méthodes sont pas ultra solides non plus. Nous, on se dit, en fait, la méthode solide qui va permettre à ceux qui développent les molécules, que ce soit nous, des entreprises pharmaceutiques, d'être sûr qu'elles font le bon choix en mettant de côté, par exemple, telle ou telle molécule parce que elle va être trop toxique. C'est une vision de long terme parce que pour l'instant, il y a pas, le contexte est pas, toutes les briques ne sont pas en place, mais on se dit, nous, on va être cette brique-là ou une de ces briques-là parce qu'on sera sûrement pas les seuls au moment où le contexte sera prêt, quoi. Et alors, du coup, pour rester bien dans le timing, je vais vous poser une dernière question qui, à mon avis, va être vite répondue par deux d'entre vous. Se lancer seul ou à plusieurs? Ouais, moi je me suis lancée, on s'est lancé à deux, donc c'était voilà. Après, faut savoir bien s'associer avec des gens Et avec c'est qui voilà, s'associer c'est comme un mariage, surtout dans certains cas. Mais effectivement, t'es parti pour le pire et le meilleur, donc c'est important d'avoir des gens sur lesquels tu peux compter. Qui sont éventuellement évidemment complémentaires, vous êtes pour avoir aussi des divergences de vues quand il y a besoin, de pas être toujours de façon harmonieuse, mais quelquefois il faut aussi avoir des gens qui sont pas d'accord avec toi. Mais effectivement, il faut bien s'associer. Trouver un cofondateur, c'est pas juste quelqu'un qui est complémentaire, qui a fait un master de ceci, un master de cela. Il faut vraiment. Il y a des méthodes d'ailleurs pour se mettre autour de la table, de regarder si on est bien compatible, si on regarde bien dans la même direction, parce que quelquefois, tu as ta direction et puis il va falloir trouver d'autres chemins pour y arriver, ou quelquefois même changer la direction. Donc, si tu veux rester ensemble, bon, peut-être que tu resteras pas forcément ensemble, mais en tout cas, c'est bien de bien se connaître.
pour surmonter tout ça. Et je reviens à ce que Lola disait tout à l'heure, la persévérance. Voilà, faut persévérer. Et ben, il faut bien aussi s'associer avec des gens qui sont persévérants, parce que c'est une des qualités, je pense, essentielles de l'entrepreneur. Exact, oui, ben oui. Et il faut être sur la même longueur d'onde, sur l'énergie aussi fournie, etc. Donc, Amélie, tu as quelque chose à rajouter Oui, tout à fait. Mais, oui, bien s'entourer de personnes énergisantes, et à la fois énergisantes et apaisantes, parce qu'on va avoir tous des problèmes à régler. Et il y a cet aspect de, OK, c'est aussi le rôle de prendre les mauvaises nouvelles et comment est-ce qu'on les transforme en messages aussi pour mener les équipes. Enfin, voilà, il faut être aligné et aussi avoir une bonne capacité de communication quand des problèmes surviennent. Ou, voilà, ça, ouais, je pense que cette capacité de prise de recul, de communication est importante, je pense. Exact. Eh bien, sur ces bons conseils, on va clôturer tout doucement notre webinaire. Je voulais tout d'abord vous remercier toutes les trois, Ségolène, Amélie et Lola, de nous avoir dédié 1 heure de votre temps aujourd'hui. Merci à vous. C'était super agréable de pouvoir vous écouter et d'avoir autant d'éléments en si peu de temps. On a, je pense, toutes et tous appris pas mal de choses aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Je tiens aussi à remercier le SPF Economy qui nous a permis de réaliser cet événement, ainsi que tout ce qui s'est déroulé cette semaine, comme l'enregistrement de nos podcasts et aussi les témoignages féminins dans les écoles. Le YET aussi le 18-19, Wallonie Entreprendre évidemment, et le 18-90. Donc, merci beaucoup à tous nos partenaires. Merci surtout à vous trois aujourd'hui. Et ben, du coup, bon vent à tous les projets qui nous auront écoutés aujourd'hui et surtout aussi à vos 3 entreprises. Donc, voilà. Merci beaucoup, mesdames, et bonne journée à tous. Merci. Bonne Au revoir. journée. À Bonne très journée, bientôt. au revoir.